Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que ça va, j'espère que votre année 2021 a été fructueuse en termes de lecture. Et aujourd'hui je voulais vous faire un petit condensé, j'ai longuement hésité à la faire cette vidéo, mais un petit condensé en fait de mes meilleures lectures de l'année dernière. Je me dis que ça peut être bien en fait juste de récapituler un petit peu, revenir sur les meilleures lectures. Même si je pourrais en puiser davantage, j'ai décidé de n'en prendre que 7 afin de partager avec vous juste les sentiments pour lesquels ça a été de très très bonnes lectures, d'excellentes lectures même, pour vous donner peut-être des idées, de vous donner peut-être envie de les lire. Et en fait, la vidéo qui m'a inspirée à faire cette propre vidéo, c'est celle de Bim Bam Books, de Christiane, qui revient sur ses lectures de l'année 2021 et qui m'a tellement hypée qu'en fait j'ai même fini par acheter certains des livres dont elle parle dans sa vidéo. Donc je me dis peut-être qu'à mon tour ça pourra vous inspirer aussi, à vous ouvrir un petit peu vos horizons littéraires et à pourquoi pas découvrir de nouveaux auteurs, découvrir de nouvelles œuvres. Donc on va commencer sans plus tarder, comme ça la vidéo durera pas 30 millions d'années. Il y aura dans cette vidéo 7 lectures, ce sera pas forcément que des romans, il y aura aussi des livres de développement personnel, il y aura aussi des livres témoignages, donc voilà, il y aura un petit peu de tout, et c'est ça qui est cool, c'est que parmi mes meilleures lectures, il n'y a pas eu que des romans. On va commencer tout de suite avec le livre dont je vous rabâche constamment les oreilles. Il s'agit de la Prophétie des Andes, avec ses 2 tomes compagnons qui sont la 10e prophétie et aussi les leçons de vie de la Prophétie des Andes, qui est un livre d'exercice que vous pouvez faire à la maison. Et en fait, sans revenir un petit peu sur cette œuvre-là, sur ce qu'elle est, c'est un peu un ovni littéraire. En réalité, il s'agit d'un conte, d'un roman, d'une histoire, mais c'est un prétexte ici de James Redfield, juste pour vous parler en fait de développement personnel, et en particulier des nouvelles théories New Age, enfin nouvelles, pas si nouvelles que ça, des théories New Age, qui se basent sur les énergies, comme quoi l'univers entier est composé d'énergie, nous sommes composés d'énergie, nous interagissons avec les éléments autour de nous, avec les êtres vivants, avec les êtres un peu moins vivants, mais en gros, tout participe à un nouvel ordre, si vous voulez, dans lequel les êtres sont interconnectés, ils interagissent, il faut qu'ils se fassent du bien mutuellement, c'est ça le but de la vie, et ce livre m'a donné un punch phénoménal. Il m'a donné la patate, il m'a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, que mes petits tracas du quotidien, que mes petits états d'âme ne sont rien, qu'en réalité je suis un être très puissant, je suis un être de lumière, je suis un être d'énergie, je suis forte, et que tous mes tracas en fait c'est peanuts, ça ne veut rien dire. Je ne suis pas seule dans l'univers, je suis accompagnée par tous les êtres autour de moi, voilà, enfin c'est juste dingue. Il revient sur différentes théories, comme la loi de l'attraction, la théorie des flammes jumelles, sur justement la manipulation des énergies, la façon d'interagir avec les êtres vivants, et c'est une bouffée d'air frais ce livre, c'est vraiment excellent. En plus il a été réédité dans une très très jolie édition, pas cette vieille édition là, donc vous pouvez le retrouver très facilement dans les rayons en tout cas de développement personnel, voire au rayon spiritualité de vos libraires. James Redfield signe ici vraiment une œuvre incroyable, ces petits exercices là juste topissime, c'est des quiz, c'est des choses où vous allez travailler un peu sur vous-même pour apprendre à vous connaître, mais en réalité c'est très simple en fait, il suffit d'ouvrir les yeux, il suffit de voir l'invisible, de voir l'aura que vous avez, de voir l'énergie que vous avez, cette force que vous avez en vous, ça donne la patate. Je pense que ce livre peut même soigner la dépression, et voilà, pour moi c'est une de mes meilleures lectures. S'il y a un livre de développement personnel à lire, c'est vraiment celui-ci, avec ces 2 petits tomes compagnons. Donc n'hésitez pas, moi je vous le recommande à 1000%, et promis, en 2022, j'arrête de vous rabâcher les oreilles avec James Redfield. Parlons maintenant des émotions que j'ai ressenties à la lecture de Germinal de Zola, qui est un coup de cœur de l'année 2022, qui est quasiment, peut-être même ma dernière lecture de l'année 2021. Pour moi, ça a été une claque, une bombe, vraiment un uppercut dans la face. Cette écriture de Zola, si descriptive, mais si juste, sur un contexte social extrêmement difficile, des travailleurs à la mine qui ont des conditions de vie épouvantables,
responsables qui se damnent vraiment pour leur entreprise, qui travaillent excessivement dur et qui n'ont rien à se mettre dans la gamelle. Donc Zola décrit ici une société très crue, assez dure, avec beaucoup de, bien sûr, de disparités, de différences, d'inégalités sociales entre les personnages, entre ceux qui détiennent la mine, les actions et ceux qui y travaillent, dans une œuvre qui est extrêmement sociétale, avec des inspirations, beaucoup de l'anarchie, avec des inspirations, beaucoup des théories qui venaient un petit peu de la Russie à cette époque-là. Une révolution, on peut le dire, une grève générale va être mise en place au sein de cette mine lorsque les riches propriétaires décident de modifier quelque chose dans les conditions de travail et qui vont vraiment faire déborder le vase. Les mineurs vont se révolter et là il va s'en suivre des scènes d'une violence extrême. Donc c'est un livre que j'ai apprécié pour toutes les émotions qu'il m'a véhiculées, parce que moi-même, j'ai grandi dans un système, qui était je peux vous le dire, un système communiste, soviétique. Mon papa travaillait à la mine aussi. Et c'est vrai que c'était pas évident tous les jours, de se nourrir. Et même si là, on est dans quelque chose puissance 8000, puisqu'on est encore au 19e siècle, malgré tout, ce livre est extrêmement moderne. On ne travaille pas pour rien. On travaille déjà pour manger, pour être valorisé dans la société, pour être reconnu un minimum, pour s'épanouir aussi dans son travail. Et c'est vrai que là, Zola le décrit merveilleusement bien. C'est un livre qui m'a véhiculé énormément d'émotions. Ça reste mon livre de chevet, vous voyez, je ne l'ai pas rangé dans mes boîtes de livres lus. Je vais relire des passages, je vais relire peut-être même le texte en entier en 2022, parce que c'est un véritable coup de cœur. C'est un chef-d'œuvre de la littérature française, et vous n'avez pas le droit de passer à côté. Pourquoi Siri vient de s'enclencher là? Tu peux m'expliquer? Je m'en charge. Mais ta bouche? Désolé, je ne trouve pas ce que vous cherchez dans votre musique. Mec, t'es à côté de la plaque là. Alors, Siri, s'il te plaît, ferme-toi. Ah, il veut plus se fermer. Un autre livre qui m'a bouleversée donc en 2021, et pas pour l'écriture, vraiment pas, juste pour le témoignage, pour ce que cette personne a traversé, c'est celui d'Elisabeth Révol. Le livre s'appelle Vivre. Et il s'agit d'un témoignage de son propre sauvetage sur le Nanga Parbat, qui est une montagne de plus de 8000 mètres dans la chaîne de l'Himalaya. Elisabeth Révol est une alpiniste reconnue, française, qui avait pour habitude de faire des expéditions donc en style alpin, donc très rapide, sans oxygène, et notamment hivernale. Avec son ami polonais Tomasz, j'ai oublié son nom de famille, Tomasz Nowiecki. Ils veulent faire l'ascension du Nanga Parbat, qui est un 8000, donc comme vous le savez peut-être, sur les montagnes de cette altitude-là, il est quasi impossible de respirer, il n'y a pas d'oxygène, on atteint vraiment les limites de ce que le corps humain peut atteindre, et d'autant plus en hiver. Les expéditions sur le Nanga Parbat se soldent très très souvent par la mort de ceux qui s'y frottent, puisque le Nanga Parbat est une montagne excessivement dangereuse, dont l'ascension est très difficile, et Elisabeth Révol et Tomasz arrivent à monter là-haut, c'était en 2018. Ce qui se passe, c'est que très rapidement, Tomasz, qui est de nationalité polonaise, qui est son coéquipier, son ami de toujours, avec lequel elle adore grimper, il a un souci. En fait, apparemment, il lui arrive quelque chose et il devient aveugle. C'est-à-dire que dès l'instant où il monte sur le Nanga Parbat, il ne voit plus rien. Il n'a même pas le temps de profiter du spectacle. Et Elisabeth Révol s'inquiète fortement. Elle croit à un œdème cérébral. Et elle qui va bien, qui essaye de profiter un petit peu du spectacle, de cette récompense en fait, qui est la conquête d'un tel sommet, elle va très vite réaliser que la descente va devenir un enfer. Parce que son coéquipier est très très mal en point, il saigne, il ne voit rien, il est extrêmement affaibli. Et clairement, quelque chose est en train de se produire dans son corps, lié à cette altitude-là, qui fait qu'il ne l'a pas supporté. Pourtant, ce sont des alpinistes chevronnés, et cette descente va devenir un enfer. Et c'est là vraiment toute la
La description mais de cette lutte d'Elisabeth Revol, qui est un petit brin de femme, je ne sais même pas si elle mesure 1m60, cette petite femme qui va descendre avec un homme, à le porter quasiment en descente pour essayer de lui sauver la vie. Tout ce qu'elle a fait pour essayer de lui sauver la vie, c'est juste incroyable. Et ce livre m'a complètement bouleversée. C'est un livre auquel je pense très régulièrement. C'est un tout petit livre que je vous conseille vraiment de lire si vous vous intéressez un minimum à l'alpinisme ou tout simplement si vous voulez découvrir un personnage hors norme, une alpiniste hors norme dont je suis extrêmement admirative. D'ailleurs, il y a aussi un reportage sur Arte que vous pouvez retrouver sur YouTube qui parle du sauvetage d'Elisabeth Revol. Je vais essayer de vous mettre le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et je vous invite fortement à aller voir ce documentaire, à défaut de lire le livre d'Elisabeth Revol qui s'appelle Vivre et dans lequel elle revient sur cet épisode absolument traumatisant de sa vie. Voilà, je suis extrêmement contente d'avoir lu ce livre, de l'avoir acheté et je vous le conseille à mon tour. Parmi les lectures qui m'ont le plus marqué cette année, on doit citer aussi L'Infortuné de Wesley Stace. C'est un livre qui parle d'un enfant, un petit bébé, né d'une maman qui se prostituait, donc c'est une grossesse involontaire. Cette maman, elle abandonne son petit garçon dans une décharge. On est à Londres, au 19e siècle, et ce bébé va être retrouvé par un riche lord, en fait la première fortune d'Angleterre, qui va le prendre pour sien, comme substitut à son enfant disparu, sa petite fille disparue. Mais il y a un problème, c'est que le bébé ramassé dans la décharge est un petit garçon. Dès son plus jeune âge, il va donc être travesti par ce lord en petite fille. On va lui cacher la vérité sur sa véritable identité sexuelle dès son plus jeune âge. En même temps, c'est pas vraiment le sujet dont on parle au quotidien avec les petits enfants, quoi. Mais en gros, l'enfant va grandir comme ça, surprotégé, entouré de très peu d'autres enfants, avec une très belle éducation, voilà. Mais vraiment protégé du monde entier. Cet enfant grandit et nous, on se prend d'affect avec cet enfant, dont j'ai oublié le prénom, je vous avoue, mais ce personnage m'a tellement marqué. C'est absolument magistral, la manière dont Wesley Stace, dont pourtant l'écriture n'est pas le premier talent, puisque Wesley Stace est musicien à la base, une écriture qui est très 19e, un petit peu rétro, qui se marie très très bien avec l'histoire. Si vous aimez les secrets de famille, si vous aimez les livres sur l'identité des personnes, sur la quête de soi, ce livre ne peut que vous plaire. Même les personnages secondaires, notamment les domestiques, ont une importance capitale dans le roman et je les ai adorés. Mais c'est surtout envers le personnage principal que j'avais bien sûr le plus d'empathie. Dans la première partie, vous allez être un petit peu incrédule, vous allez vous dire mais comment ça se fait que cet enfant n'y comprend rien, il comprend pas qu'il est un petit garçon. Il grandit ainsi, tout le monde lui ment autour de lui. En même temps, pas tous les adultes sont au courant de l'affaire. Et voilà, et en fait, on se dit, voilà, ce père, il est quand même assez machiavélique, assez démoniaque de faire ça, mais il a aussi ses propres raisons, donc on a vraiment cette interaction entre l'enfant et le père. C'est quand même une histoire d'amour entre un père et un enfant. Même si leurs liens ne sont pas naturels, en réalité, on a quand même cette histoire d'amour entre un père et son enfant. Et dans cette histoire, ce que j'ai adoré, c'est que la deuxième partie va devenir beaucoup, beaucoup plus sombre. Vous vous imaginez bien que lorsque les caractères sexuels secondaires de l'enfant apparaissent, de l'adolescent, cet enfant va commencer à se rendre compte qu'il est différent, que quelque chose cloche, et là ça va partir dans quelque chose de beaucoup, beaucoup plus dark. Je suis extrêmement contente de l'avoir lu en 2022, je vous conseille vraiment, d'autant plus si vous vous intéressez notamment aux questions d'identité sexuelle, si par exemple les livres sur la communauté LGBT vous intéressent, ce livre peut vous intéresser. Moi, il m'a vraiment surprise, je ne m'attendais pas à un tel pitch. À la base, je pensais qu'on allait parler d'une personne transgenre, au vu de la couverture, qui assume parfaitement son rôle, malgré l'époque, une des premières personnes transgenres en fait de son époque.
Et bah pas du tout, on est vraiment dans une histoire de famille, de dissimulation, voilà, donc c'est ça qui m'a vraiment plu, et en particulier ce personnage envers lequel j'avais énormément d'empathie. Voilà, je vous conseille L'Infortuné de Wesley Stace. Très gracieux. On arrive à la 5e meilleure lecture. Une lecture légère, une lecture que je vous conseille à 1 000 000%, que vous soyez grand ou petit lecteur, c'est Mamie Lugère de Benoît Philippon. Quelle œuvre incroyable! C'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler, en bien. J'y allais pourtant pas vraiment. Je savais qu'un jour j'allais tomber sur ce livre. J'avais déjà lu La Joueuse du même auteur, que j'avais bien aimé, sans que ce soit un coup de cœur, hein. Et Mamie Lugère, ça a, ma foi, été une excellente lecture. C'est une sorte de Dexter, façon Mamie, puisque Mamie Lugère, c'est Berthe. Elle habite dans le Cantal, vraiment dans le no man's land, et un jour les flics sonnent à sa porte, elle les accueille avec un flingue à la main, apparemment elle couvre un couple de fugitifs, et les flics vont, pour ce comportement-là, vont l'arrêter et vont l'emmener au commissariat pour l'interroger. Elle va donc tisser un rapport très particulier avec l'inspecteur de police qui l'interroge, qui la questionne sur ses intentions. Et Mamie Lugère revient un petit peu, malgré elle, parce qu'elle n'a pas souvent à qui parler, elle revient un petit peu sur sa vie. Elle raconte ce qui lui est arrivé depuis qu'elle est jeune fille. Aujourd'hui, elle est pratiquement centenaire, cette dame-là. Et en fait, c'est bourré d'humour, c'est très drôle, mais en même temps, c'est un livre poignant sur l'identité de la femme, sur ce qu'on fait subir aux femmes depuis des décennies, depuis des millénaires même. Et c'est un livre qui est extrêmement éducatif, extrêmement... C'est une vraie pensée, en fait, c'est une vraie réflexion sur la cause des femmes aujourd'hui, dont Berthe est une représentante assez particulière. Elle est grande gueule, comme je le disais, elle nous fait énormément rire. Elle a une façon de raconter qui est très particulière. C'est la première fois que je lisais une scène de viol et que je riais aux éclats sur cette scène de viol. Voilà, mais dans tous les cas, Benoît Philippon arrive toujours à faire des romans qui sont assez simple, vraiment très facile d'accès, vraiment très grand public, mais en même temps où on va aborder des sujets primordiaux tels que le féminisme, et j'ai adoré ce livre-là, il m'a vraiment touchée, c'est parmi mes meilleures lectures de 2021, c'est vous dire. J'ai adoré la façon dont le personnage de Berthe va évoluer tout au long de sa vie, puisque d'une jeune femme qui ne savait même pas lire, elle va apprendre la lecture et s'intéresser à des grandes autrices, notamment Simone de Beauvoir. Donc c'est hyper intéressant. Et puis on revient vraiment sur la manière dont les femmes sont en fait traitées dans la société, dont elles sont traitées par leurs partenaires, par leur mari, voilà, par toute la gente masculine en réalité, ce qu'elles doivent subir, contre quoi elles doivent se battre au quotidien, quel type de préjugés, quel type de conditions, etc. Et je trouve que Benoît Philippon le fait avec une extrême justesse. Je suis même allée jusqu'à regarder si Benoît Philippon n'était pas une femme. C'est vous dire à quel point il a une façon de parler des femmes qui est juste mais super réelle, quoi. Je sais pas, cet homme il doit être entouré de femmes. Il les connaît en tout cas comme personne, et vraiment j'ai été extrêmement touchée par cette lecture. C'est une lecture, comme je vous dis, très grand public. Si vous n'êtes pas un très grand lecteur, allez-y, parce que vous allez passer un excellent moment de rigolade, de lecture, et vous allez apprendre énormément de choses. En 6e position, même pas, puisqu'en fait il s'agit pas du tout d'un classement ou quoi que ce soit, mais c'est encore une fois un livre qui m'a apporté des choses assez intéressantes. Il s'agit du Déchronologue de Stéphane Beauverger. Le Déchronologue, c'est un livre de science-fiction assez particulier. On est avec un capitaine de bateau qui vogue, mais selon les époques, qui va se battre en fait contre des navires qui viennent d'autres époques, parfois du futur, parfois du passé. Il va même être confronté au plus grand de ce monde, et c'est un capitaine d'équipage qui est assez particulier, à qui il va arriver des choses absolument affreuses. Et le Déchronologue, ce livre est
comment dire, il a une construction justement chronologique très très particulière qui fait vraiment de ce livre quelque chose d'assez unique en son genre. Et j'ai beaucoup apprécié la plume de Stéphane Beauverger, même si ce n'est pas la plus facile d'approche. D'ailleurs, il y a eu de nombreuses personnes qui sont venues me voir en me disant voilà, ce livre j'ai trouvé moi un peu compliqué, je l'ai abandonné, du coup tu m'as donné envie de le reprendre, etc. Bah ouais, je vous conseille, si vous aimez la science-fiction, je vous conseille grandement le Déchronologue de Stéphane Beauverger pour vraiment toutes les aventures qui arrivent à cet équipage, à son capitaine en particulier, qui est un homme difficile, qui est un homme en proie à beaucoup de démons internes, mais qui n'en est pas moins très attachant, extrêmement courageux et qui mène voilà, l'aventure jusqu'au bout. Et c'est cette façon de traiter justement des voyages dans le temps, sur des navires, etc., sur la mer, moi ça m'a complètement fait voyager et pour cette raison-là, je vous conseille le Déchronologue de Stéphane Beauverger. Pour ce 7e et dernier livre que je vous conseille, parmi mes meilleures lectures de 2021, j'ai un petit peu hésité entre un thriller et puis un autre livre. Et bien finalement, je vous parlerai pas de Docile de Arosens de Lamada, même si ça a été une excellente lecture, je vais plutôt vous parler de Betty. Parce que Betty, c'est un livre qui, je pense, m'aura marqué pour un long moment. Betty, c'est ce livre de Tiffany McDaniels, son premier roman, d'une jeune amérindienne, je crois qu'elle est moitié américaine, moitié amérindienne, voilà, elle a vraiment des origines assez intéressantes. Et cette jeune femme, dans ce roman qui est une sorte un peu d'autobiographie déguisée, va raconter l'histoire de Betty, qui est une jeune fille issue d'une grosse fratrie, je crois qu'elle a plus de 8 frères et sœurs, donc une famille nombreuse, dont le papa est Cherokee, la maman est américaine. Betty est arrivée en ce monde, on ne sait même pas si vraiment elle a été désirée ou pas, mais en tout cas le fait est que le couple va se former autour de ces enfants-là et ils vont avoir une vie très difficile, ils vont être confrontés au manque d'argent, ils vont être confrontés au manque même de maison, ils vont être confrontés au racisme, notamment que subit son père, mais aussi la petite Betty qui lui ressemble énormément, sur laquelle on voit vraiment ce sang Cherokee. Et Betty va grandir comme ça dans une famille qui est relativement dysfonctionnelle, en particulier sur ce que les femmes, une fois de plus, vont subir dans cette famille. Heureusement, Betty n'est pas directement affectée par les horribles choses qui arrivent aux femmes dans cette famille-là, mais elle les raconte avec beaucoup d'innocence, avec beaucoup de tact, sans émettre vraiment des jugements. C'est ça qui fait la force de ce personnage et qui a fait que je me suis beaucoup attachée à elle. Et c'est beaucoup de personnages très dysfonctionnels. Il y a des problèmes de domination, il y a des problèmes de suicide, il y a des problèmes de dépression. Voilà, cette famille, elle a énormément de soucis. Et puis Betty le raconte avec voilà, beaucoup de poésie, avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'amour envers tous ceux qui l'entourent. Elle adore jouer avec ses frères et sœurs. C'est une famille qui, cette fratrie en fait, tous les enfants sont très proches de leur père. Leur père passe énormément de temps avec les enfants, un petit peu moins à travailler et à ramener l'argent à la maison malheureusement, mais c'est un papa vraiment cool qui aime ses enfants, qui leur consacre énormément de temps. La mère en revanche, vous sentez tout de suite qu'il y a un souci avec elle, et c'est un personnage moi que j'ai trouvé en tout cas détestable, mais vous le comprenez aussi. Et au final, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. C'est un livre que j'ai pris énormément de plaisir à lire. C'est un livre contemporain. C'est pas du tout ce que je lis d'habitude. Mais avec Betty, j'ai vraiment été touchée, transportée. J'ai été très agréablement surprise par l'écriture de Tiffany McDaniels, dont c'est quand même le premier roman. Et on sent que cette jeune femme, elle a mis tout son amour, chaque fibre de son corps, elle l'a mise dans l'écriture de ce roman pour qu'il soit le plus beau, le plus parfait, avec toutes ses imperfections bien sûr, mais pour qu'il soit le plus
voilà, le plus touchant possible pour le lecteur et c'est ça qui m'a énormément plu. Donc c'est pour ça que je ne vous parlerai pas de Docile Rossens de la Mazza dans cette vidéo, mais je pense que je reviendrai sur cet auteur prochainement. En revanche, je voulais absolument vous parler de Betty parce que Betty c'est quand même une des meilleures lectures que j'ai fait en 2021. C'est une lecture dont vous entendez que des avis super dithyrambiques et pour moi ça a été vraiment une révélation, un style à découvrir, une histoire à découvrir, ça va vous toucher, c'est pas rose hein, tous les jours, mais voilà, moi je vous le conseille énormément, c'est un merveilleux livre, il me semble qu'il est sorti en poche, donc franchement qu'est-ce que vous attendez quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit récapitulatif de l'année 2021 avec mes meilleures lectures vous aura donné aussi envie d'essayer la lecture de certains de ces ouvrages. Pour moi, ça fait vraiment partie d'une brochette des meilleures lectures. Et pour ma part, j'espère aussi en 2022 en faire d'aussi bonnes. Là, actuellement, je suis coincée sur un livre. Je ne sais pas si je vais le terminer un jour. Il s'agit de Aruda de Tahar Ben Jelloun que je n'arrive pas à rentrer dans l'histoire. Je me demande même si je vais pas le reprendre depuis le début. C'est pas tant l'écriture est absolument magnifique et c'est pour l'écriture que j'ai acheté ce livre-là parce que je voulais découvrir la très belle plume de Tahar Ben Jelloun. Par contre, c'est au niveau de l'histoire. Ça parle de sexualité ouvertement, de pratiques voilà, qui sont pas très compatibles avec voilà, la religion musulmane, avec les belles grandes religions de ce monde. Et en fait, je suis un peu perturbée par la vie de ce jeune homme qui raconte, qui fait ses découvertes sexuelles. Voilà, je suis un peu choquée, en fait, par l'histoire, pour tout vous avouer. Mais la plume de Tahar Ben Jelloun est absolument magistrale. C'est pour ça que je veux quand même venir à bout de ce roman, même si voilà, le fond ne me passionne pas et ça m'énerve quand c'est comme ça. Je commence très mal mon année 2022. Mais en tout cas, je vais vous en parler prochainement dans un bilan lecture. Et puis, il y a quelques autres vidéos qui vont bientôt paraître sur ma chaîne. Pour ma part, je vous embrasse, j'espère que ce petit bilan vous aura plu. Et écoutez, n'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous tentent. Voilà, j'ai envie de vous initier à certains de ces auteurs. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!